Avec TikTok, on a exactement la guerre de l'opium à l'envers. Ce n'est pas par goût que les Chinois se sont lancés dans la technologie, mais c'est simplement pour retrouver une place qui leur avait été ôtée par les Occidentaux. Dans ces sociétés hyper complexes, qui sont extrêmement stratifiées, en fait, les dirigeants sont les derniers à prendre véritablement conscience des problèmes. Au fur et à mesure que cette société technologique s'est développée, elle nous a fait perdre le contact avec les modes de vie qui nous permettraient de nous passer de cette technologie. On ne sait plus faire sans. Quelque chose dont il faut prendre conscience, c'est que nous sommes dans un gigantesque processus qui échappe à nos capacités de contrôle. Bonjour Olivier Ray. Bonjour. Bienvenue à Crépuscule. Olivier Ray, vous êtes philosophe, mathématicien, chercheur au CNRS, et on peut dire que l'ensemble de vos travaux portent sur les dérives du progrès techno-scientifique. On abordera beaucoup de sujets au cours de cet entretien, notamment évidemment la manière dont ces technologies envahissent notre quotidien et nous aliènent, et les promesses qui nous sont faites par le transhumanisme de enfin dépasser les limites inhérentes à l'être humain. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question plus d'actualité. Au moment où nous enregistrons cet entretien, un nouveau gouvernement est en train de se former, après la chute du précédent. Vous avez écrit sur les impasses de la démocratie. Quel regard vous jetez sur cette crise institutionnelle et même plus largement sur l'impuissance en politique? Bon, il me semble de plus en plus clair aujourd'hui que nous sommes politiquement dans une impasse, mais la situation française, comme souvent, est encore plus marquée que ce qui se passe ailleurs, mais enfin tous les pays occidentaux se trouvent, à mon avis, dans le même type d'impasse, qui est que depuis au moins la révolution industrielle, nous sommes sur une trajectoire qui, précisément aujourd'hui, s'avère poser de plus en plus de problèmes. Et la grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est qu'en même temps que cette trajectoire s'avère de plus en plus problématique, au fur et à mesure qu'elle s'est développée, c'est un peu la politique de la terre brûlée. Elle a anéanti les manières de faire qui nous seraient utiles pour faire autrement, et si bien qu'on est sur cette trajectoire, on se dit ça ne va pas, mais d'un autre côté on ne sait pas faire autrement. Et donc quand les choses ne vont pas, on cherche encore à améliorer les choses sur la trajectoire qui crée elle-même les problèmes. Alors comment s'est-on retrouvé dans ce qui est de plus en plus s'avère être une impasse? Alors bon, on peut remonter plus ou moins loin, on peut remonter à la Heidegger jusqu'à Platon, Platon qui nous met sur une trajectoire qui fait que 2500 ans après, voilà, on en est là. Bon, je ne suis pas sûr qu'il faille remonter aussi loin. En tout cas, moi, je vois un moment où les choses se sont nouées très important, qui, à mon sens, ce sont les guerres de religion qui ont déchiré l'Europe au XVIe et encore au début du XVIIe siècle. Et nous ont fait basculer, du coup, dans la modernité, on pourrait dire ça comme ça? Oui, mais ce qui se joue vraiment à ce moment-là, à mon sens, on était dans l'ancienne idée que pour avoir la paix entre les hommes, il fallait qu'on soit dans la concorde. Il fallait que sur l'essentiel, les cœurs des hommes s'accordent. Et on considérait donc que la question religieuse était la question fondamentale sur laquelle il fallait obtenir une concorde entre les cœurs pour que les choses ensuite se passent bien. Bon, mais le problème, c'est que au XVIe siècle apparaissent des différends religieux, ce qui fait que la concorde n'est pas assurée, et comme ni la prédication ni les guerres n'ont réussi à rétablir une certaine forme de concorde,
finalement, on s'est dirigé vers quoi? Vers la solution qui a été trouvée, ça a été la solution de la tolérance. On s'est dit, bon, finalement, puisqu'on n'arrive pas à s'accorder sur ces questions religieuses, on va les mettre de côté. Et on va dire que la religion, c'est finalement, de plus en plus, ça va être une affaire privée. Et dans l'espace public, on va l'organiser autrement. On va l'organiser comment? On connaît la célèbre phrase de Voltaire qui a été beaucoup répétée, quand il est question d'argent, tout le monde est de la même religion. Bien, en fait, ça va être les questions économiques qui vont être placées au centre des préoccupations publiques, parce que là-dessus, justement, tout le monde peut s'accorder. Et on voit au XVIIIe siècle apparaître aussi les réflexions d'Adam Smith sur la richesse des nations. C'est ce que j'allais vous dire. Jean-Claude Michéa, généralement, fait démarrer, effectivement, le libéralisme avec les guerres de religion, c'est-à-dire pour mettre fin à ces bains de sang, laissons le marché, en quelque sorte, et l'économie gérer les rapports. C'est son livre qui s'appelle « L'Empire du moindre mal ». Pour éviter les conflits inexpiables qu'étaient les guerres de religion, eh bien, préoccupons-nous des échanges économiques. Mais alors, d'une certaine manière, c'est une solution, mais c'est une solution qui est quand même extrêmement insatisfaisante, dans la mesure où, finalement, ce que les hommes tenaient pour essentiel est marginalisé. Alors, certes, on évite de cette manière-là les guerres de religion, mais d'un autre côté, encore une fois, ça oblige à mettre de côté ce qui, à juste titre, était placé pendant des siècles et des siècles par les êtres humains comme étant vraiment les questions essentielles. Ce qui fait qu'il en ressort une insatisfaction humaine perdurante, qui se traduit régulièrement au cours de l'histoire par des soubresauts, par des emballements plus ou moins pathologiques. Alors, ce qui s'est passé depuis la Seconde Guerre mondiale, les guerres mondiales ayant été justement des manifestations de ces grandes insatisfactions, ce qui se passe depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on a essayé de tempérer l'insatisfaction, de la noyer sous un flot permanent de nouveaux biens de consommation, et ça a été l'explosion de ce qu'on appelle la société de consommation. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la consommation, elle n'est pas là pour satisfaire les besoins essentiels de l'humanité, elle est là pour noyer, si vous voulez, le fait que les besoins essentiels ne sont pas satisfaits sous ce flot permanent d'objets. C'est ce qui se passe depuis les chocs pétroliers, enfin depuis les années 70, c'est qu'on n'est plus capable en Occident d'avoir ces taux de croissance aussi élevés. Et eh bien, à ce moment-là, l'insatisfaction ressort de plus en plus. Mais le problème aussi, c'est qu'on se heurte aussi à des questions de limites, donc limites dans l'exploitation des ressources terrestres. On se heurte aussi à des limites humaines, c'est-à-dire que la société de consommation finit par épuiser aussi le capital humain qui avait été accumulé dans les millénaires précédents. Et donc, en fait, on est aujourd'hui, effectivement, au bout de la route. Et finalement, on se dit il faudrait faire autrement, mais on a poursuivi cette route-là depuis la révolution industrielle, depuis au moins 2 siècles, et on ne sait plus faire autrement. Donc voilà, c'est la situation un peu de blocage dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et alors cette insatisfaction et ces besoins essentiels, quels sont-ils du coup ? Évidemment, on pourrait dire qu'il y a des besoins fondamentaux qui sont de se nourrir et d'avoir un toit sur la tête. Mais et là, de ce point de vue-là, toute société humaine a besoin d'une économie qui soit à même de satisfaire ses besoins. Mais une fois que ces besoins sont satisfaits, l'être humain a besoin d'autre chose. Hein. C'est-à-dire que l'être humain est un être qui a besoin que sa vie ait un sens.
Et on ne peut pas dire que la société de consommation soit à même de répondre à cette exigence de sens, puisque la seule orientation qu'elle puisse donner, c'est de maximiser la consommation. Vous voyez, dans les débats politiques aujourd'hui, à un moment donné, il y a toujours quelqu'un dans le débat qui va dire « Oui, mais revenons à la vraie préoccupation des Français, qui est le pouvoir d'achat. » Bon. Mais vous voyez, vous ne remplissez pas une vie avec du pouvoir d'achat. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, le pouvoir d'achat ne soit pas une question importante. Hein. Mais précisément, un monde dans lequel la question du pouvoir d'achat est la question centrale est un monde qui ne va pas. Alors, un des aspects de votre travail, c'est aussi d'avoir traité la question de la mesure et la question de la taille. J'aimerais qu'on revienne sur ce point parce qu'il me semble, comment dirais-je, fondamental, même pour rapport à la question que vous évoquez, de l'absence de sens. Est-ce que vous pouvez développer sur ce point en quoi la plupart des questionnements politiques, notamment politiques aujourd'hui, évacuent et ne pensent pas à cette question de taille au moment même où justement cette question devient essentielle, avec notamment la question démographique, mais ce n'est pas le seul aspect. J'ai été particulièrement sensible à ces questions de taille, du fait peut-être de mes activités de mathématicien, puisque en mathématiques, j'œuvrais dans le domaine des équations dérivées partielles non linéaires. Alors, qu'est-ce que c'est que le linéaire non linéaire? On est dans ce qu'on appelle en mathématiques le domaine linéaire, lorsque on a affaire à un certain nombre de variables qui varient proportionnellement les unes aux autres. Et pourquoi dit-on à ce moment-là linéaire? C'est parce que quand on représente graphiquement la variation d'une variable par rapport à une autre, eh bien cette variation, c'est une droite. Si vous voulez, si x est proportionnel à y, si on représente graphiquement sur un plan la variation de y par rapport à x, eh bien ça va donner une droite. Non linéaire, c'est quand précisément, lorsque les différentes variables varient les unes par rapport aux autres, eh bien, elles ne varient pas en proportion les unes des autres. Et quand on est dans le domaine linéaire, si vous voulez, quand vous avez un problème à une certaine échelle, il se transpose à une autre échelle sans changement, puisqu'il suffit de multiplier les variables par une certaine grandeur et on retrouve exactement le même problème. Lorsqu'on est dans le domaine non linéaire, c'est pas ça qui se passe, c'est-à-dire que précisément lorsque la taille va varier, pendant un certain temps, le problème va se déformer un peu, mais va rester de même nature, et puis à certains moments, on va se heurter à des seuils où il va y avoir des changements de régime. Alors il se trouve que dans la nature, le linéaire est l'exception et le non-linéaire la règle. Il y a du non-linéaire partout. Par exemple, si vous prenez une casserole d'eau et puis que l'on chauffe, l'eau que vous avez dans votre casserole, elle va augmenter de température. Et puis, sous pression atmosphérique normale, à un moment donné, quand on arrive à 100 degrés, il se produit un phénomène qui était totalement imprévu, c'est-à-dire que l'eau, au lieu de simplement gagner en température, eh bien, elle va passer de l'eau liquide à l'eau vapeur, elle va se vaporiser. Et là, vous avez un très bel exemple de ces changements de régime qui peuvent intervenir, alors même qu'on n'a jamais fait que ce qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire apporter de la chaleur. Oui, alors que et pendant toute une période, apporter de la chaleur, ça fait augmenter la température, et tout d'un coup, apporter de la chaleur, ça transforme l'eau liquide en vapeur d'eau. Alors que de 0 à 100, la situation est semblablement la même, est identique, et effectivement... elle est qualitativement la même, mais il y a de la non-linéarité cachée qui se manifeste de manière dramatique lorsque on arrive à des seuils. Et en fait, la nature, elle est traversée par ce type de phénomène. Alors, c'est particulièrement vrai, c'est vrai partout, mais c'est particulièrement vrai pour les organismes vivants. Si on prend l'unité de base de la vie sur Terre, ce sont les cellules. Et en fait, les cellules, ça a une taille qui va du dixième au millième de millimètre, en gros.
Et pourquoi cela? Parce qu'une cellule, il faut qu'elle soit suffisamment grosse pour abriter en son sein la machinerie cellulaire qui lui permet de vivre, mais en même temps, elle ne peut pas être trop grosse. Et pourquoi ne peut-elle pas être trop grosse? Parce que si vous prenez une cellule, elle doit s'alimenter, mais pour s'alimenter, quelles sont les possibilités qu'elle a? Ces possibilités d'alimentation, c'est sa surface extérieure à travers laquelle des nutriments vont pouvoir passer. Mais donc, elle se nourrit par sa surface extérieure, et ce qu'elle a à nourrir, c'est un intérieur. Mais bon, ça, c'est... Si vous prenez les formules qui donnent la surface et le volume de la sphère, si vous avez une boule de rayon R, sa surface, c'est 4pi que multiplie R au carré, et puis son volume, c'est 4 tiers de pi R au cube. Et donc, vous voyez que quand la taille, qui est déterminée par le rayon, varie et grossit, en fait, vous avez la surface qui varie en R au carré, alors que vous avez le volume qui varie en R au cube. Et donc, en fait, le volume augmente plus vite que la surface, hein, puisque la surface divisée par volume, ça va donner quelque chose en 1 sur R. Et donc, en fait, quand R croît, 1 sur R décroît. Et donc, ça veut dire que plus la cellule grossit, plus avec sa surface, elle va avoir du mal à nourrir son intérieur. Et si elle continue à grossir, eh bien, à un moment donné, à l'intérieur, ça va se nécroser, le centre va mourir parce qu'il n'y a plus assez de surface pour nourrir l'intérieur. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que la cellule, lorsqu'elle grossit, au bout d'un moment, elle va arrêter de grossir, elle va se diviser en deux, parce que là, ça va redonner 2 petites cellules qui, elles, en fait, ont les bonnes proportions pour pouvoir continuer à grossir, etc. Et donc, en fait, c'est pour ça que, encore une fois, les cellules ne peuvent pas être trop grosses parce que sinon, elles meurent. Et après, pour les organismes multicellulaires, eh bien, quand ils vont grossir, ils vont retrouver toujours ce type de problème à résoudre. Et on va avoir une dialectique qui va s'établir, c'est-à-dire que pour un organisme vivant, être gros, ça a des avantages, parce que plus vous êtes gros, en gros, moins vous avez de prédateurs. Il est clair qu'un éléphant, ça a moins de prédateurs qu'une souris, par exemple. Parce qu'un chat peut manger une souris, mais il ne peut pas manger un éléphant. Donc il y a un avantage à être gros parce qu'on est plus résistant, on est plus davantage protégé par rapport à d'éventuels prédateurs. Mais d'un autre côté, plus on est gros, plus on va avoir de difficultés à faire vivre cet organisme très gros. Et c'est toujours des problèmes de rapport entre surface et volume. Si on prend par exemple un être humain. C'est ce que j'allais vous dire, parce que là on était à la question de la biologie. Ce qui m'intéresse, c'est que vous le mais à l'échelle de société. Si on arrive à un être humain, oui, mais pour bien saisir la chose, je crois utile d'en passer par ces ancrages dans des questions extrêmement physiques. Si on prend un être humain, vous voyez, on imaginerait que notre surface extérieure, c'est notre peau. Bon, notre peau, si on l'étalait, ça fait à peu près 2 mètres carrés. Mais en réalité, notre surface extérieure est beaucoup plus grande que ça parce que voilà, à chaque respiration, on fait rentrer de l'air à l'intérieur de notre corps. Et si vous voulez, nos poumons, en réalité, c'est une surface extérieure. Alors, c'est une surface extérieure qu'on ne voit pas directement, mais la réalité, c'est que ça fait aussi partie de notre surface extérieure. Et nos poumons, en fait, si on étalait toute la surface au fond des alvéoles, ça fait 100 mètres carrés, vous voyez? Et on a absolument besoin de ce système respiratoire pour aller irriguer tout notre corps. Les insectes qui sont tout petits n'ont pas besoin de système respiratoire. Quand on devient gros, il faut inventer un système respiratoire. De même pour le système digestif, en fait, nous avons une énorme surface extérieure aussi qui est incluse dans notre système digestif. Si vous prenez un ver de terre,
son système digestif, bon, bah, c'est juste un petit tube. Mhm. Et nous, si vous prenez notre intestin, bah, en fait, ça fait plein de zigzags. Parce que comme on est gros, en fait, la longueur système de l'intestin dont on a besoin par rapport à notre taille, ça ne grandit pas linéairement, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir comme un ver de terre un intestin tout droit, parce que ça ne suffirait pas pour notre taille. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a je sais pas, 8 mètres d'intestin. Et en plus, à l'intérieur de notre corps, l'intestin, c'est pas une surface lisse, c'est couvert de villosité. C'est un peu le principe de la serviette éponge. Pourquoi une serviette éponge nous essuie beaucoup mieux le corps? Parce qu'en fait, sur sa surface, elle n'est pas lisse, mais elle est pleine de petites bouclettes, et ça augmente énormément la surface de contact. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans le domaine physique, biologique, les questions de taille sont absolument fondamentales. Et la taille, ça n'est pas un paramètre qui vient s'ajouter à un organisme, ça fait partie de la définition même de l'organisme, dans la mesure où chaque organisme ne peut exister qu'à une certaine échelle. Alors, si vous prenez un être humain, dans les contes, on sait qu'il y a des géants. Ben en fait, on n'a pas à avoir peur des géants, parce que les géants, pour des simples questions de physique, ne peuvent pas exister. Parce que si vous multipliez par 10 nos caractéristiques, nos dimensions, certes, notre taille, elle va augmenter 10 fois, mais les surfaces augmentent 100 fois et les volumes augmentent 1000 fois. Et ça veut dire qu'un homme de 2 mètres et de 100 kilos, bah, ça donnerait, multiplié par 10, un homme de 20 mètres de haut, mais de 100 tonnes, c'est-à-dire qu'il serait plus lourd qu'une locomotive. Et en fait, au premier pas qu'il ferait, sa jambe se casserait, et donc il est tout à fait non viable. Alors, maintenant, lorsque l'on passe de la physique ou biologie aux sociétés humaines, il faut faire attention aux transpositions. Comme disait Georges Canguilhem, pour l'organisme, l'organisation est son fait. Pour les sociétés humaines, l'organisation, c'est son affaire. Bon, voilà. Autant pour un organisme, son organisation lui est inhérente, autant pour une société humaine, il lui revient de s'organiser pour être viable. Mais pour autant, les questions de taille restent absolument fondamentales. Et ce qui est frappant, justement, c'est que Aristote, qui était un très grand penseur politique, dans le livre qu'il a consacré à la politique, la première caractéristique qu'il donne d'une communauté politique qui va devoir se gouverner, c'est sa taille. Et toutes les cités grecques étaient très attentives à la question de leur taille. Et que se passait-il lorsqu'une cité grecque était fort prospère et que sa population augmentait? Eh bien, à partir d'un certain moment, il prenait une fraction de cette population à qui il donnait des animaux, des outils, etc. Et puis, il l'envoyait fonder une colonie sur une terre déserte. Et donc, on retrouvait exactement le même principe, vous voyez, de la cellule, lorsqu'il grossit, en fait, passé une certaine taille, eh bien, elle se divise en deux. C'était exactement le principe des cités grecques. Et vous voyez, quand on parle de politique, ça vient du grec politikos, mais qui était dérivé du terme polis, qui voulait dire la cité. Et pour les Grecs, la vie politique, c'était la vie de cité. Et pour que une communauté humaine reste une cité, il ne fallait pas qu'elle dépasse une certaine taille. Et il y avait l'opposition entre les cités grecques d'une certaine taille et puis l'Empire perse. Et pour les Grecs, les Perses étaient des barbares, non pas parce qu'ils auraient eu une quelconque infériorité raciale ou culturelle, pas du tout. Quand on lit l'enquête d'Hérodote, on voit à quel point il n'y a pas du tout de mépris vis-à-vis des Perses. Mais le problème des Perses, c'est qu'au lieu de vivre en cité, ils vivent dans un empire, et donc ils ne peuvent pas avoir de vie politique. Et ce que dit Aristote, c'est que si on veut avoir une vraie vie politique, bah, c'est solidaire d'une polis, c'est-à-dire d'une entité, d'une taille qui ne doit pas dépasser
un certain seuil. Et ça, c'est tout le problème. Pendant très longtemps, les penseurs ont été tout à fait conscients de ce type de questions. Encore au XVIIIe siècle, des gens comme Rousseau ou Montesquieu en tiennent compte. Et puis, à partir du XIXe siècle, en fait, ces questions de taille vont être perdues de vue, pas par absolument tout le monde. On peut trouver quelques penseurs qui ont été attentifs, en particulier les utopistes socialistes qui étaient de ce point de vue-là pas utopistes, qui savaient que leur projet ne pourrait se réaliser qu'à certaines échelles. Mais sinon, ça a eu tendance à être oublié. Au 19e, je vous coupe, au moment même où la démographie s'emballe, justement. Oui, tout à fait. Mais justement, la démographie s'emballe, et des villes énormes apparaissent, et on fait comme si les anciens concepts gardaient parfaitement leur sens. Et vous voyez, aujourd'hui, on parle de démocratie, et on va dire la démocratie, c'est né à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais si vous voulez, à Athènes, à cette époque-là, il y avait à peu près 400 000 habitants, dont 1/10 seulement de citoyens. Donc en fait, ça faisait 30-40 000 citoyens. Bon, si vous prenez l'Inde contemporaine, on va dire c'est la plus grande démocratie du monde, mais vous avez plus d'1,4 milliard d'habitants, vous avez plus de 800 millions de personnes inscrites sur les listes électorales, et on va dire, voilà, la démocratie athénienne et la démocratie indienne. Mais ça n'a aucun sens, hein. Si vous voulez, la comparaison que j'aime bien faire, c'est comme si on classait les tables et les vaches dans la même catégorie sous prétexte que les deux ont 4 pieds. Mais c'est si vous voulez, parce que en Grèce ancienne et en Inde moderne, on a des procédures de vote avec, comme diraient les anglo-saxons, une personne, un vote, voilà, bon. Mais c'est quelque chose qui forcément donne des résultats complètement différents par des simples questions de taille. Un penseur important du XXe siècle qui est très méconnu, qui est Léopold Kohr, un Autrichien, disait que, encore une fois, la première caractéristique d'une communauté humaine, c'est sa taille, et il disait il y a beaucoup plus de points communs entre une démocratie de petite taille et une monarchie de petite taille qu'entre une démocratie de petite taille et ce qu'on continue à appeler une démocratie de grande taille, parce que simplement la taille induit des différences de fonctionnement radicales. Oui, puisqu'on se réfère souvent, pour parler de démocratie et de notre système démocratique, au modèle athénien en disant, voilà, c'est le système démocratique par excellence, enfin le premier système, on va dire, démocratique, alors qu'effectivement il fonctionne, comme vous le disiez, sur un échantillon de citoyens de 40 000, allez, on va dire, personnes. Je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près, je crois, 42 millions d'inscrits, donc de personnes qui politiquement, on va dire, sont actifs. Donc c'est 100 fois plus, si je ne dis pas de bêtises. Donc effectivement, vous expliquez que parler de politique pour ce système et pour notre système, en fait... Je ne critique... Enfin, là, en l'occurrence, ce n'est pas forcément directement une critique de notre système. Je dis simplement que utiliser des concepts comme si il n'y avait pas des changements radicaux, on emploie le même mot comme s'il n'y avait pas des changements radicaux lorsque on change radicalement de taille, ça égare la pensée. C'est-à-dire, vous voyez, je prenais tout à l'heure l'exemple simplissime de l'eau qu'on chauffe et à un moment donné qui se transforme en vapeur d'eau. Voilà, c'est-à-dire que quand on parle de démocratie, mais qu'on part de quelques milliers de personnes et puis qu'on passe à des centaines de millions de personnes, il y a des phénomènes du même type qui se passent, et donc si on emploie le même mot comme s'il renvoyait toujours à la même chose, on laisse échapper le fait que précisément on n'a plus du tout affaire à la même chose. Et je pense que la pensée philosophique moderne est en grande partie aveuglée à cause de cette cécité au changement induit par les tailles croissantes. Alors justement, si on applique cette question de la taille au sujet de la technique, vous montrez dans votre ouvrage, enfin dans vos ouvrages, que la question que certaines techniques qui nous sont vendues comme libératrices, en fait,
passer à certains seuils, en fait, produisent des effets, comment dirais-je, de plus en plus aliénants sur notre quotidien. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette dimension aliénante de la technologie? Oui, enfin, ce qui se passe, déjà, il faudrait faire une distinction. Enfin, C'est je ce que fais j'allais une vous dire. distinction Entre entre technique technique et technologie, ouais. et technologie, parce que voilà, on a encore un nouvel exemple. Vous voyez, on va dire, voilà, on a le silex taillé des hommes préhistoriques. Voilà, ça c'est de la technique. Et puis la centrale nucléaire aujourd'hui, c'est de la technique. Voilà, il y a un rapport technique de l'être humain à son environnement, et ben, voilà, la centrale nucléaire est dans la continuité du silex taillé. En fait, c'est exactement le phénomène d'ébullition de l'eau. Enfin, on sent bien qu'entre les deux, quand même, qualifier les deux de technique, ça n'éclaire pas la pensée, ça l'aveugle complètement, parce que ce qui est fondamental à saisir là, c'est pas la continuité, mais c'est plutôt les discontinuités qui se sont produites. Et alors, il y a beaucoup de discontinuités au cours de cette histoire, mais il y a une grande discontinuité, et personnellement, j'aime bien utiliser le doublet qu'on a dans la langue française entre technique et technologie pour essayer de capter cette rupture. Si vous voulez, pendant toute l'histoire de l'humanité, jusqu'à une date assez récente, la technique, c'est quelque chose qui s'est développé, qui a été le produit de l'ingéniosité humaine dans un rapport direct avec la nature. On élaborait à ce moment-là des techniques qui se transmettaient de génération en génération avec de menues améliorations, ou parfois des améliorations significatives, mais c'était toujours un produit, encore une fois, direct d'une confrontation avec la nature, et l'ingéniosité permettait d'en tirer, de tirer le meilleur parti possible des ressources qui étaient à notre disposition. Et puis ce qui s'est passé en Europe au XVIIe siècle, un phénomène tout à fait extraordinaire, ça a été l'apparition des sciences mathématiques de la nature. On connaît la grande phrase de Galilée, 1623 je crois, enfin bon, où il dit que le grand livre, le livre de la nature en permanence ouvert sous nos yeux est écrit en langue mathématique, et que c'est par cette langue mathématique qu'on arrivera à le comprendre. Et ça lance la grande aventure de la science moderne, qui est le déchiffrement de la nature par les mathématiques. Et donc la recherche en permanence de structures mathématiques sous-jacentes au phénomène. Donc ça se développe en Europe à partir du XVIIe siècle, et à partir, on pourrait dire, du XIXe siècle, ces sciences mathématiques de la nature vont commencer à donner lieu à un nouveau type de technique qui serait inimaginable sans elles, parce que ce sont des techniques qui ne qui ne sont plus le produit de simplement l'ingéniosité humaine confrontée à la nature, mais qui sont induites des sciences mathématiques de la nature. Et c'est pour ça que là, j'aime bien parler, à ce moment-là, pour ces nouvelles techniques, de technologie, en tant qu'elles seraient issues du logos des sciences mathématiques de la nature. Vous voyez, si vous prenez une centrale nucléaire, justement, une centrale nucléaire, elle est absolument inimaginable sans la physique des particules. La physique des particules qui a besoin de la physique quantique, et cette physique quantique a besoin des espaces de Hilbert, des opérateurs dans ces espaces de Hilbert, etc. En fait, c'est tout à fait inimaginable sans la structure mathématique. Et ça n'est certainement pas par l'ingéniosité humaine confrontée directement avec la nature que vous arriverez à la centrale nucléaire. Il faut ce détour par les sciences mathématiques de la nature avant de revenir vers le monde physique. Et aujourd'hui, l'essentiel des techniques qui nous environnent, ce sont en fait des technologies, c'est-à-dire des techniques qui sont absolument impensables sans ces sciences mathématiques de la nature.
Lorsque j'étais mathématicien et que je travaillais au centre de mathématiques de l'École Polytechnique, chaque année, il y avait des journées portes ouvertes. Il m'est arrivé quelquefois d'y participer. Et une question récurrente de personnes qui venaient dans les couloirs de ce centre de mathématiques, c'était « Mais à quoi peuvent bien servir les mathématiques aujourd'hui ?» Et c'est une question qui est quand même qui est assez désarmante, parce que en réalité, on est dans un monde qui repose aujourd'hui entièrement sur les mathématiques. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde a en main un smartphone. En fait, le problème, c'est qu'on ne voit pas les mathématiques intervenir directement, mais sans les sciences mathématiques de la nature, un smartphone serait un objet qui serait complètement inimaginable. Il y a une chose que j'aime bien donner en exemple. Aujourd'hui, avec les smartphones, on peut prendre des photos quand même d'excellente qualité, alors qu'avant, on avait besoin, si on voulait prendre des photos qui ressemblent à quelque chose, d'énormes appareils, de gros objectifs. Maintenant, vraiment, franchement, avec un smartphone, on peut prendre des photos qui sont tout à fait décentes. Je ne dis pas des photos peut-être de qualité professionnelle, mais enfin quand même des photos très bonnes. Mais pourquoi ces photos peuvent être très bonnes, alors même que vous voyez que l'objectif, il est d'une épaisseur ridicule par rapport à ce dont on avait besoin autrefois. Mais en fait, quand on prend une photo avec le smartphone, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, en réalité, on prend plusieurs photos, il y a plusieurs photos qui sont prises, et ensuite, il y a des logiciels qui, à partir de ces différentes photos qui vont être prises, vont recomposer l'image. Mais ce qui fait la qualité de la photo prise par le smartphone, c'est pas la qualité de l'objectif, hein, c'est la qualité des logiciels qui ensuite recomposent les images. Mais pour ça, il faut des logiciels qui comprennent où sont les contours, parce que là, il faut mettre, si vous voulez, beaucoup d'octets pour que ce soit précis, et en revanche, on peut se permettre dans d'autres zones d'en mettre beaucoup moins. Mais tout ça, ce sont des mathématiques extrêmement sophistiquées. Bon, mais tous les objets qui nous environnent, en réalité, seraient encore une fois inimaginables sans ces sciences mathématiques de la nature. Et alors pour bien revenir à ces distinctions entre technique et technologie, et pour l'expliquer, l'incarner, vous preniez l'exemple de la différence entre le silex et la centrale nucléaire. Le silex, d'une certaine manière, et comme tout un tas d'autres objets, prolonge, on va dire, les capacités de l'homme. Elles permettent simplement, je sais pas moi, de permettre à l'activité de sa main d'être plus puissante. Alors qu'effectivement, la centrale nucléaire, comme tout un tas de technologies qui se développent devant nous, écrase l'être humain et lui rappelle d'une certaine manière son infériorité. C'est-à-dire qu'il y a aussi d'ailleurs, deuxième question dans la première, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on est effectivement beaucoup plus puissant avec les smartphones que vous évoquiez, avec les ordinateurs, puisque en un seul clic, on peut avoir accès à tout un tas d'informations, on peut faire énormément de choses dessus, et en même temps, ce sont des technologies qu'on ne maîtrise pas du tout, contrairement au silex par exemple. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette complexité-là? Oui, en fait, il y a deux penseurs, je crois, qui nous aident à y voir clair là-dedans, c'est Ivan Illich et Günther Anders. Ivan Illich, lui, fait la distinction, vous voyez, dans les techniques, entre celles qu'il qualifie de conviviales et celles qui ne sont pas conviviales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une technique conviviale selon Illich? C'est une technique qui permet d'augmenter ce que nous sommes capables de faire avec les facultés dont la nature nous a dotés. Et qu'est-ce que c'est qu'une technique non conviviale? En fait, c'est des techniques qui nous permettent de faire un certain nombre de choses, mais qui sont complètement qui ne sont plus en continuité avec nos facultés naturelles. Alors, si on prend le domaine des transports auquel il s'est particulièrement intéressé, prenez la bicyclette. La bicyclette, c'est une technique conviviale parce qu'elle nous permet d'aller beaucoup plus vite qu'à pied, mais ce qui nous permet d'avancer, c'est toujours le mouvement de nos jambes. C'est-à-dire que toujours avec notre force musculaire, si vous voulez, c'est un dispositif technique particulièrement intelligent qui nous permet,
par le mouvement de nos jambes, d'augmenter ce que nous sommes capables d'accomplir grâce à nos membres inférieurs. Prenons l'avion. L'avion, évidemment, ça nous permet d'aller très rapidement d'un point à un autre, alors même que cet autre est très éloigné. Mais quand vous êtes dans l'avion, vous êtes sanglé sur un siège et vous ne faites plus rien. Vous êtes complètement, vous laissez transporter par ce gigantesque dispositif dont d'ailleurs vous ne maîtrisez pas du tout le fonctionnement. Et donc en fait, là, cette technique-là, elle vous permet d'accomplir des choses qui seraient impossibles sans elle, mais ça a un prix, c'est-à-dire que vous devez vous en ce n'est plus un prolongement de nos facultés naturelles, c'est au contraire quelque chose qui rend nos facultés naturelles totalement inutiles. Voilà. Donc en fait, à travers disons, le bicyclette et l'avion, on a un bon exemple de technique conviviale, technique non conviviale, selon Ivan Illich. Alors on pourrait se dire, bah oui, bah, c'est tellement bien de prendre l'avion que voilà, c'est très bien le non convivial. Sauf que je pense que pour tout être vivant et donc spécialement pour l'être humain, je pense que la base même d'un certain bonheur, c'est toujours dans le fait que on a une vie qui permet la meilleure expression possible de nos facultés. Et je pense que beaucoup de problèmes contemporains, de malaises contemporains, viennent du fait que nous menons des vies qui sont de plus en plus décalées par rapport à nos facultés nos facultés naturelles, nos facultés de base. Alors, il est clair que l'être humain a des possibilités d'adaptation absolument extraordinaires, mais précisément, ces facultés d'adaptation peuvent devenir à un certain moment un piège, parce que on a tendance à ce moment-là à réussir à vivre dans des environnements qui sont de plus en plus décalés par rapport à ce qui permettrait à une vie véritablement humaine de se déployer. Et là, j'évoquais aussi Günther Anders, qui a très bien vu aussi ce qui se passe. Il a parlé, lui, de honte prométhéenne pour désigner l'humiliation permanente qu'inflige à un être humain le déploiement de technologies surpuissantes. C'est-à-dire que vous voyez, quand on était dans les techniques conviviales, l'être humain peut s'enorgueillir de son ingéniosité qui lui permet de tirer le meilleur parti possible de ses facultés. En revanche, quand on passe à des technologies surpuissantes que personne en réalité ne maîtrise, parce que même l'ingénieur, il ne maîtrise pas, enfin, c'est devenu tellement complexe qu'on arrive à élaborer ça par une très grande division du travail, mais plus personne, en réalité, ne maîtrise de A à Z les choses. Et il dit que ça dépasse tellement les capacités de n'importe quel individu, que n'importe quel individu, au lieu de pouvoir s'enorgueillir de ces instruments, en réalité, ces instruments deviennent une humiliation permanente pour ce que nous sommes sans eux. Oui, parce que généralement, ce qui est dit, c'est, devant les prouesses technologiques qui se développent, on dit souvent « Ah, regardez ce que l'humanité est capable de faire ». Alors que ce que vous montrez, c'est d'une certaine manière, oui, l'humanité est capable de faire, mais à l'échelle individuelle, en fait, on est capable de rien du tout, d'une certaine manière. Non seulement l'individu, mais même les communautés humaines, toute communauté humaine identifiable, ce n'est plus à sa mesure. Et là, justement, on retombe en fait toujours sur ces questions de taille, c'est-à-dire que là, ces technologies ne sont plus à la mesure de ce que ni une personne isolée, ni une communauté humaine est capable de réaliser. Alors vous prenez l'exemple de l'avion, effectivement, ce qu'on vous rétorquerait, c'est de dire oui, mais ça permet d'aller plus vite, ça permet aujourd'hui, on pourrait prendre l'avion et tout un tas d'autres exemples qui permettent d'être plus productifs, de gagner plus de temps, de nous libérer de certaines corvées, et vous montrez, puisque vous citiez Ivan Illich,
que Ivan Illich a montré que même ces technologies peuvent être d'une certaine manière contre-productives. Et il y a évidemment l'exemple des transports, c'est-à-dire qu'on a sur 2 siècles, alors sans doute vous connaissez mieux le chiffre que moi je n'ai pas les proportions, mais on a vraiment accéléré notre vitesse de transport, et d'une certaine manière, le temps de transport, lui, s'est allongé entre notre lieu de travail et notre domicile. Est-ce que vous pouvez vous expliquer ça? Oui, alors ce qui se passe, c'est que lorsque une nouvelle technologie est introduite, ce à quoi nous sommes sensibles, c'est aux nouvelles possibilités que nous offre cette technologie dans le monde tel qu'il est à l'instant présent. Et donc, quand on est dans ce monde à l'instant présent, la nouvelle technologie arrive et on se dit c'est formidable parce que elle nous permet de faire un certain nombre de choses qui étaient impossibles auparavant. Mais ce qui se passe aussi avec le temps, c'est que si cette technologie a du succès, si elle se généralise, elle va profondément transformer le monde, ce qui fait que, si vous voulez, son effet ne se limite pas à augmenter les possibilités par rapport à ce qu'était le monde auparavant. Comme elle reconfigure complètement le monde, elle va créer une nouvelle situation. Si vous prenez la question de la voiture, bon, quand la voiture apparaît, on se dit c'est formidable parce qu'on peut aller beaucoup plus rapidement d'un point à un autre. Mais à partir du moment où la voiture se généralise, l'espace va complètement se reconfigurer en fonction de la supposition que à peu près tout le monde a une voiture. Et donc si vous prenez le simple fait d'aller faire ses courses, avant que si vous habitiez dans un village, vous descendiez la rue, quoi. On sortait, et puis à 50 mètres ou à 100 mètres, il y avait une épicerie où on pouvait faire ses courses. Aujourd'hui, je suis bien placé pour le savoir, puisque je vis à la campagne. Eh bien, à la campagne, c'est paradoxalement, mais c'est l'endroit où on a le plus besoin d'une voiture, parce que, comme on a supposé que les gens avaient une voiture, les commerces de proximité ont fermé, et puis il y a des grands centres commerciaux qui se sont installés, et pour la plupart des gens, il faut faire 10 ou 15 kilomètres pour aller faire ses courses. Et donc, vous voyez, ce qui se passait, c'était qu'au début, on se disait, voilà, non seulement je peux aller à l'épicerie avec mes jambes, mais je peux aussi aller, grâce à ma voiture, plus loin pour aller faire d'autres courses. Mais quand la voiture se généralise, l'épicerie disparaît, et donc la voiture n'est pas une possibilité supplémentaire qui est donnée, elle devient une obligation pour simplement survivre. Et ce que disait Ivan Illich, c'est qu'auparavant, en se confiant simplement à nos jambes, on pouvait subvenir à nos besoins fondamentaux, alors qu'une fois que la voiture s'est généralisée, nos jambes ne nous servent plus à rien, elles sont impuissantes à subvenir à nos besoins, et il faut obligatoirement s'en remettre à la voiture. Et donc, ce qui était encore une fois une liberté supplémentaire se transforme très vite en contrainte. Et donc, les distances aussi entre lieux d'habitation et lieux de travail vont s'allonger, etc. Et on arrive à ce paradoxe, effectivement, que jamais auparavant, les gens n'avaient passé dans leur journée autant de temps à aller d'un endroit à un autre. Plus les transports deviennent rapides, plus on passe de temps dans la journée à aller d'un endroit à un autre. C'est quand même assez extraordinaire, parce que, vous voyez, si on était resté dans l'ancien monde, effectivement, on aurait réduit les temps de transport. Mais comme le monde s'est reconfiguré en fonction de ces moyens de transport, en fait, il peut aboutir à des effets exactement inverses. Alors, j'aimerais vraiment qu'on insiste sur ce point, sur la manière dont, là, justement, une technique reconfigure un mode de vie, d'une certaine manière, impose ce mode de vie. Parce que généralement, l'argument qui est... Je peux vous donner encore un autre exemple qui est extraordinaire, c'est avec l'informatique. Quand l'informatique est arrivée, on a dit c'est bien parce que ça va libérer les êtres humains des tâches répétitives. Et c'est extraordinaire, parce que vous voyez, quelques décennies après, en fait, la multiplication des tâches monstrueusement répétitives, le nombre de personnes qui passent leur journée avec un clavier et un écran à des tâches répétitives. Voilà, on n'a jamais accompli autant de tâches répétitives qu'avec ces instruments qui étaient là pour nous libérer des tâches répétitives. Et alors justement, l'argument qui est utilisé en général, c'est de dire
Oui, mais vous pouvez très bien vous en passer. Or, on sait très bien que se passer, par Mais non, exemple, d'un téléphone justement. portable ou... C'est ce que je disais à la campagne, si vous n'avez pas de voiture, vous êtes un infirme. C'est pour ça que vous parlez bien de reconfiguration, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette technique est de plus en plus utilisée, se démocratise entre guillemets, et d'une certaine manière, elle oblige à vivre avec, et on est contraint de faire ça. On peut toujours vous dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir de carte de C'est ça. crédit, mais enfin bon, si vous n'avez pas de carte de crédit, Ou de ne pas avoir d'adresse mail ou ce genre de Oui, choses. bien Enfin sûr. bon, vous êtes exclu du coup du marché qui Oui, s'est non, ça c'est configuré. pas sérieux. Voilà. Et pourquoi je vous pose cette question? Parce que dans, on va dire, le régime démocratique dans lequel nous sommes, on va dire que le présupposé, enfin on va dire la base, c'est de se considérer, le principe même de démocratie, c'est de considérer que le peuple est souverain et qu'il a le choix sur la destinée de son avenir. Et c'est le cas, on le voit, sur l'ensemble des sujets qui sont traités dans la sphère médiatico-politique, les inquiétudes des Français, le pouvoir d'achat, la sécurité, bon, toutes ces thématiques-là sont traitées. Or, la question de la technique n'est jamais traitée, alors même qu'elle configure et qu'elle nous contraint dans nos existences en permanence. C'est-à-dire que je pense qu'on aurait dit à nos grands-parents, est-ce que vous voulez, alors qu'eux-mêmes étaient déjà plongés dans des dispositifs techniques très avancés, mais on leur a dit, est-ce que vous voulez recevoir 30 notifications par jour sur votre téléphone, être obligé de répondre à des mails, passer certaines heures hautes, ils auraient dit, quel enfer. D'une certaine manière, ce choix-là n'a pas été mis entre les mains du peuple souverain, alors même qu'il est le fondement de la démocratie normalement. Je pense qu'une des raisons du discrédit qui frappe aujourd'hui la politique, c'est que de toute façon, on constate qu'elle n'a pas prise sur les transformations majeures de notre monde. Si on prend les 20 dernières années, si vous prenez quelqu'un qui aurait été mis en hibernation dans les années 1990 et qui reviendrait maintenant, qu'est-ce qui le frapperait? C'est le fait, quand il est dans la rue, dans le métro, etc., qu'il voit tout le monde avec un smartphone dans la main. Bon, ça, c'est une transformation absolument majeure. Aujourd'hui, le mode de vie d'un être humain dans les grandes métropoles, mais ça se génère, ça a tendance à gagner le monde entier. C'est une existence qui est scindée, parce que d'un côté, il y a le monde physique, pourrait-on dire, dans lequel les corps se déplacent, et puis par ailleurs, il y a une sorte de nuage au-dessus de ce monde, et avec un instrument de branchement sur ce monde qui est le smartphone, et la personne est délocalisée, c'est-à-dire qu'elle est à la fois dans le monde physique, certes corporellement, mais en même temps, elle est en permanence branchée sur cet autre monde qui a tendance, pour un certain nombre, et en particulier pour les jeunes, à devenir le monde le plus important. Donc ça, c'est une transformation anthropologique gigantesque, et qui s'est passée en un temps record, parce que aussi une des choses qui est frappante, c'est l'accélération de la diffusion des technologies. Si vous voulez, si on prenait la voiture, la télé, tout ça, ça avait toujours un temps de diffusion. Là, les temps de diffusion deviennent de plus en plus courts, donc il n'y a même plus de temps de métabolisation, quoi. C'est des raz-de-marée, quoi, qui déferlent. Et effectivement, il n'y a jamais eu aucune réflexion politique sur l'opportunité de ce type de phénomène. Donc en fait, on a l'impression que la politique, ça règle vraiment des petites choses à la marge par rapport à un devenir qui de toute façon lui échappe complètement. Et ça, il y a un livre qui m'avait beaucoup frappé de Marc Hunyadi qui s'appelle « La tyrannie des modes de vie » que je trouve vraiment très intéressant. Et pourquoi est-on si démuni politiquement pour traiter de ce type de questions? En fait, là, on retombe dans ce que j'évoquais au début, la sortie des guerres de religion et l'avènement du libéralisme, où en fait on dit, bon, bah, chacun pense ce qu'il veut, et puis on organise l'ensemble de la société autour du commerce. À ce moment-là, ce que dit Marc Hunyadi, c'est que, ce que souligne Marc Hunyadi, c'est que on évacue totalement toute réflexion sur la forme que l'on souhaite donner à la société,
pour se polariser uniquement sur des règles de fonctionnement. Et donc, en fait, il n'y a plus aucun lieu où, en fait, on puisse encore mettre en débat le monde commun que l'on juge souhaitable. Et aujourd'hui, où on parle beaucoup d'éthique, mais en fait, comme le dit bien Marc Hunyadi dans son livre, c'est une petite éthique, c'est-à-dire en fait, c'est toujours l'éthique des droits individuels. Mais il n'y a jamais de réflexion sur les droits collectifs. Vous voyez, par exemple, le fait d'avoir le droit aussi de vivre sans smartphone, quoi, si vous voulez. Est-ce qu'on a envie d'une société où il est obligatoire d'avoir un smartphone ou pas? Bon, en fait, ça, c'est une question qui n'est jamais débattue. Oui, en fait, ce qui va être interrogé, c'est les risques qu'on va aménager de l'utilisation du smartphone, mais pas le smartphone en soi qui va être interrogé et l'utilisation du smartphone en soi. Oui, et puis, encore une fois, le genre de monde dans lequel on a envie de vivre. Récemment, je voyais qu'il y avait des mères de famille espagnoles qui réclamaient que soit édictée une règle qui disait que les enfants n'avaient pas le droit d'avoir de smartphone avant 12 ans. Mais vous voyez, elles se rendent compte d'une chose, c'est que leur enfant va à l'école. Allant à l'école, il est confronté à des camarades dont certains vont avoir un smartphone. Et à ce moment-là, l'enfant qui revient dit « je veux un smartphone comme les camarades ». Et les parents sont extrêmement en situation d'extrême faiblesse pour refuser à leur enfant ce que d'autres enfants ont. Et là, il faudrait une règle, si vous voulez, générale, pour que les parents qui permettent aux parents précisément de dire à leur enfant « bah non, tu es trop jeune, tu n'auras pas de smartphone ». Mais ces mères-là se rendent bien compte que ce n'est pas individuellement qu'elles peuvent régler la question, c'est que c'est quelque chose qui est du ressort du collectif. Mais précisément, c'est le type de question qui n'est absolument pas pris en compte à l'échelle collective. Et donc c'est pour ça que Marc Hunyadi disait qu'il faudrait un parlement spécial pour décider de nos modes de vie. Parce que sinon, les modes de vie nous sont imposés. Alors on pourrait dire effectivement que c'est le progrès technique d'une certaine manière et que ça va de soi, parce que c'est l'argument qui est utilisé. Et surtout, il y a l'argument de la concurrence qui est utilisé, à savoir, si vous n'adoptez pas ces technologies, ben en fait, d'autres pays, par exemple, vont le faire et vont nous dominer, techniquement parlant. On parle souvent de la France qui sera en train de devenir une colonie numérique, justement parce qu'elle n'investirait pas assez dans ce domaine. Alors c'est vrai que globalement, nous sommes aussi dans une tenaille, dans le fait que nous nous rendons compte de plus en plus que l'emballement technologique est une impasse parce que on se heurte de plus en plus, on va se heurter de plus en plus à la question des ressources, que par ailleurs ces techniques qui étaient là normalement pour permettre l'épanouissement de l'être humain deviennent des choses extrêmement aliénantes. Mais d'un autre côté, il faut reconnaître aussi que depuis le 19e siècle, la technologie est devenue la principale dispensatrice de la puissance. De ce point de vue-là, penser au cas de la Chine est extrêmement instructif. La Chine, l'empire du milieu, il était là, et puis ce qu'il a vu au XIXe siècle, c'est les Occidentaux déferler chez lui et se mettre à faire la loi simplement parce qu'ils avaient des techniques qui étaient plus puissantes. Précisément parce que ces techniques étaient devenues des technologies. 1839, première guerre de l'opium, c'est quand même, quand on y réfléchit, c'est quelque chose d'absolument épouvantable. L'Empire britannique se rendait compte qu'il avait un déficit commercial vis-à-vis de la Chine, parce que les Britanniques achetaient des porcelaines chinoises, achetaient du thé en Chine, et puis ils vendaient 3 fois rien aux Chinois. Alors il se trouve que dans l'Empire britannique, il y avait les Indes, et qu'en Inde, on cultivait le pavot,
et que donc on tirait l'opium, et que en Chine, il y avait une certaine consommation d'opium. Et donc les Britanniques se sont dit, on va vendre de l'opium en Chine pour équilibrer notre barrière commerciale. Sauf que l'empereur de Chine n'avait pas envie d'avoir une population complètement droguée. Et donc, en fait, il refusait de mettre l'opium en vente libre. Eh bien, les Britanniques sont allés faire la guerre aux Chinois pour obliger l'Empire de Chine d'accepter qu'on leur vende chez eux de l'opium. Vous vous rendez compte de la chose. Et donc, ça a continué tout au long du 19e siècle. D'ailleurs, malheureusement, la France s'est associée à une expédition britannique, ça doit être dans 1860, je crois, avec au passage le pillage du palais d'été à Pékin. Et ça a continué, il y a eu les traités inégaux, les concessions internationales qui ont dû être acceptées. Et puis, à la fin des années 1930, il y a eu le Japon qui est venu, qui lui-même avait fait la même expérience que les Chinois, mais s'était modernisé plus vite dès l'ère Meiji, dès la fin du 19e siècle, et donc était devenu une nation moderne. Et donc, grâce à cela, a pu envahir la Chine dans les années 1930. Enfin, toujours est-il que pour les Chinois, la période qui va de 1839, première guerre de l'opium, jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ils appellent ça le siècle de l'humiliation. Et les Chinois se sont lancés ensuite dans la course technologique, plus que jamais aujourd'hui, simplement parce qu'ils ont fait ce raisonnement qui était que sans la technologie, ils étaient esclavagisés. Et donc là, on voit que ce n'est pas par goût que les Chinois se sont lancés dans la technologie, mais c'est simplement pour retrouver une place qui leur avait été ôtée par les Occidentaux grâce à leur technologie surpuissante. Et donc aujourd'hui, on est dans cette situation où on s'aperçoit que cette trajectoire technologique est sans doute nocive, mais d'un autre côté, il est extrêmement dangereux de prétendre s'en émanciper, parce que si d'autres continuent à la poursuivre, eh bien, en fait, on va se retrouver dans la même situation que les contrées qui ont été colonisées au XIXe siècle, parce qu'elles n'avaient que des saguets à opposer à l'artillerie déjà technologique. Bon, voilà la situation dans laquelle on est. Cela étant, la situation se complique par le fait que la technologie, elle a quand même besoin, pour continuer à se développer, d'une population bien formée, avec quelque chose dans la tête. Or, la diffusion tous azimuts de la technologie aujourd'hui est en train de dégrader les populations. Louis Aragon, dans les années 1960, avait déjà pressenti le phénomène où il disait « plus la technique sera performante, plus la technique sera ingénieuse, moins les êtres humains auront besoin d'être ingénieux et plus ils vont régresser. » Et donc il dit plus la technique augmente, plus l'être humain va régresser vers l'amibe. C'est un problème qui se pose aujourd'hui, c'est que d'un côté, pour être puissant, il faut avoir de la technologie, mais d'un autre côté, si on laisse la technologie se diffuser sans frein dans la société, elle va empêcher les nouvelles générations d'accéder aux compétences qui permettent la perpétuation du mouvement. Et ça devient maintenant un enjeu, et les premiers, encore une fois, à s'en être rendus compte, ce sont les Chinois. Et les Chinois, vous voyez, qui ont créé le réseau TikTok, qui est un très grand succès mondial, en fait, restreignent de manière drastique les possibilités d'usage de ce réseau chez les jeunes. Pas chez nous, du coup. Avec des durées de branchement qui sont extrêmement réduites, avec des couvre-feux en fonction de l'âge. Je pense que le contenu, je crois, est plus intelligent. Tout à fait. Et en fait, avec TikTok, on a exactement la guerre de l'opium à l'envers. C'est-à-dire que les Chinois se sont dit au 19e siècle, vous nous obligiez à consommer de l'opium,
eh bien, en fait, on se venge. On Et en envoie un fait, TikTok. on vous en... Non, mais c'est exactement cela. Et eux, ils prennent des règles pour essayer de protéger leur population. Alors, cela étant, j'ai vu qu'en Australie, récemment, il y avait une loi qui était passée pour empêcher les enfants, je crois que c'est avant 12 ans, d'avoir accès aux réseaux sociaux. Enfin, bon, il y a une sorte de conscience qui commence à se prendre, que précisément, si vous voulez, la technologie, elle se heurte, non pas seulement, c'est ce que je disais à un moment donné, la trajectoire technologique, elle pose pas seulement des problèmes vis-à-vis des ressources naturelles, mais elle pose aussi des problèmes vis-à-vis des ressources humaines, parce que, encore une fois, pour faire un usage intelligent de la technologie, en réalité, il faut avoir été éduqué à distance de la technologie. Alors justement, revenons sur la question des ressources naturelles, puisque il y a évidemment le développement de l'intelligence artificielle ces dernières années, ces dernières années, on en parle de plus en plus. J'ai pu voir, alors j'ai noté que OpenAI, donc évidemment la société qui est derrière ChatGPT, a décidé d'implanter des data centers monstrueux, donc qui permettent évidemment à ces outils, à ces intelligences génératives de fonctionner. On parle de projets d'infrastructure de l'ordre de 5 gigawatts, c'est-à-dire sur l'équivalent de 5 réacteurs nucléaire. Donc ça, ce qui implique évidemment des circuits de refroidissement, une consommation énergétique accrue. Comment vous voyez à la fois ce qu'on nous prédit, c'est-à-dire un monde de plus en plus connecté et technologique, et en même temps une raréfaction des ressources accrues? Bah, ça va être ça va engendrer des tensions de plus en plus fortes. D'autant que jusqu'à une date récente, la consommation énergétique réclamée par ce monde numérique, l'augmentation était tempérée par le fait que, certes, les flux de données croissaient de manière explosive, mais d'un autre côté, on avait des technologies de plus en plus miniaturisées qui permettaient aussi des économies d'énergie. Donc, grâce à ces économies d'énergie, si vous voulez, les besoins énergétiques étaient beaucoup moins explosifs que l'augmentation des données. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, dans la miniaturisation, on se met à toucher un plancher. On ne va pas pouvoir aller au-dessous, parce que quand on arrive au codage au niveau pratiquement de l'atome, ben, on ne peut pas descendre plus bas pour coder. Et donc, en fait, maintenant, tout flux supplémentaire de données forcément réclamer une augmentation d'énergie, puisqu'on n'a plus de réserve, si vous voulez, d'économie d'énergie dans le stockage. Donc effectivement, là, les ressources qui vont être réclamées par l'augmentation de ces besoins engendrés par le numérique, dans un monde où les ressources ne sont pas infinies, va faire encore une fois augmenter des tensions. Alors certains, pour le coup, promettent par notamment la géo-ingénierie, de résoudre ce problème-là justement par la technique. Je suppose que ça doit au moins vous faire rigoler ou... Non, ça me fait pas rigoler. Mais quand j'étais enfant, je me souviens, j'avais vu un sketch à la télé. C'était des marionnettes américaines. C'était Bart et Ernest. Et Bart et Ernest étaient couchés, et puis Bart se plaignait parce qu'il y avait un robinet qui gouttait, et le bruit des gouttes qui tombaient l'empêchait de dormir. Et donc il demande à Ernest de faire quelque chose. Alors Ernest se lève et il allume la radio. Et Bart lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Comme ça, tu n'entends plus les gouttes. » Il dit « Mais non, mais maintenant j'entends la radio, alors fais quelque chose. » Et à ce moment-là, Bart allume l'aspirateur. Et Bart est furieux, mais il dit « Mais bon, voilà, maintenant tu n'entends plus la radio. » Et bon, voilà, c'est un peu à ça que ça me fait penser. C'est-à-dire que vous voyez, là, à partir d'un certain moment, la technologie se met à engendrer des problèmes.
Et puis, on va dire, oui, mais d'accord, alors on va faire une nouvelle technologie qui va résoudre le problème, mais cette nouvelle technologie va engendrer un nouveau problème. Et en fait, on est dans une sorte de montée aux extrêmes, hein. Et je pense pas qu'à un moment donné, ça puisse bien ce genre de montée aux extrêmes, ça puisse bien se terminer. Mais je reconnais en même temps que la situation aujourd'hui est très problématique parce que, encore une fois, j'en reviens toujours là, c'est pour ça qu'on est dans une impasse, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que cette société technologique s'est développée, elle nous a fait perdre le contact avec les modes de vie qui nous permettraient de nous passer de cette technologie. On ne sait plus faire sans. Et donc c'est pour ça qu'on est assez coincé, parce qu'on est devant le problème, hein. Bon, alors on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait devant le problème? On a soit la fuite en avant, on va faire une nouvelle technologie pour résoudre le problème, ou alors il faudrait revenir en arrière. Mais on ne sait pas comment revenir en arrière, parce qu'on a perdu, au fur et à mesure, on a perdu tous les savoir-faire qui nous permettraient de vivre sans ces technologies. Tout notre monde s'est reconfiguré en fonction de l'existence de ces technologies. Prenez la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en France, une grande partie de la population a traversé la Seconde Guerre mondiale en ayant ses modes de vie très très peu modifiés, parce que encore à l'époque, il y avait la moitié de la population qui vivait dans les campagnes. Et cette moitié de population qui vivait dans les campagnes, finalement, pendant l'occupation allemande, les choses n'ont pratiquement pas été changées. Alors certes, par exemple, il n'y avait plus d'essence, hein. Elle était réquisitionnée, bon. Mais d'un autre côté, si vous labourez votre champ avec un cheval et que vous rentrez les moissons de la même manière, s'il n'y a pas d'essence, ça change rien du tout. Mais si vous voulez, aujourd'hui, s'il n'y a plus d'essence tout d'un coup, en fait, on peut même plus manger, parce que tous les champs sont moissonnés avec de grosses machines, on fait pousser avec des phosphates, etc. Enfin, on a des modes d'agriculture qui sont absolument technologisés. Et donc, en fait, revenir en arrière, ça ne peut pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Donc, c'est ce qui s'était passé avec les gilets jaunes que les dirigeants n'avaient absolument pas vu venir. Ça a été déclenché par une augmentation du prix de l'essence, mais parce que, en fait, ça s'adresse à des personnes pour qui, encore une fois, la voiture n'est pas du tout un luxe, mais une obligation perpétuelle. Et c'est des personnes qui sont dans leur mode de vie juste au ras de l'eau. Et une toute petite augmentation peut suffire à faire couler. Et là, on aborde aussi une question qui est problématique aujourd'hui. C'est que dans des sociétés hyper complexes comme les nôtres, en fait, la complexité donne de la robustesse jusqu'à un certain point, mais c'est toujours le problème des seuils. Et à partir d'un certain seuil, quand un certain seuil est dépassé, finalement, ce que coûte l'entretien de la complexité l'emporte sur les avantages qu'elle donne. Mais le problème aussi, c'est que dans ces sociétés hyper complexes, qui sont extrêmement stratifiées, en fait, les dirigeants sont les derniers à prendre véritablement conscience des problèmes. Parce que justement, ils sont tellement, si vous voulez, éloignés des situations matérielles par toutes ces strates sociales, que dans leur monde à eux, ils ne voient pas de changement. Et donc, c'est ceux qui sont en bas, eux, qui voient les changements, mais eux, justement, ils sont séparés des classes dirigeantes et ils ont énormément de mal à se faire entendre. Et ce qui s'était passé à l'époque des Gilets jaunes était absolument révélateur de ce type de situation. Oui, c'est ce que Joseph Tinter appelait dans son ouvrage « L'effondrement des sociétés complexes », c'est-à-dire qu'effectivement, au bout d'un moment, les infrastructures portées notamment par la technologie sont devenues tellement complexes qu'elles demandent énormément de coûts pour se maintenir et que ce coût, au bout d'un moment, devient exorbitant, ce qui peut paradoxalement pousser à l'effondrement des sociétés-là. Ouais.
Mais je vous dis, c'est aussi un point qui est souligné par Tenter, c'est le fait que les classes... Pourquoi on s'entête aussi longtemps dans quelque chose qui est destiné à s'effondrer? C'est parce que les classes dirigeantes sont les dernières à prendre véritablement conscience qu'on se heurte à des limites. C'est les gens du bas qui les rencontrent en premier. Alors, on s'achemine vers la fin de notre entretien. J'aimerais qu'on aborde un sujet qu'évidemment vous avez traité parce que vous avez écrit un ouvrage là-dessus et qui est dans le prolongement de ces réflexions sur la technique, qui est celui du transhumanisme. Je garde le meilleur pour la fin, oui. La Chine a récemment annoncé avoir développé son propre implant cérébral, donc il va concurrencer le fameux Neuralink d'Elon Musk. Comment vous... voilà, qu'est-ce que ça vous évoque, cette actualité, notamment par rapport à vos réflexions propres sur le transhumanisme? J'imagine que des interfaces, comme on dit aujourd'hui, entre le cerveau humain et la machine pourraient éventuellement se révéler utiles pour soulager des handicaps importants. Je ne sais pas, des personnes paralysées qui, grâce à ce type de dispositif, pourraient contrôler des bras articulés, des choses comme ça, je peux l'imaginer. Je suis très sceptique sur la réussite de ce type de dispositif pour produire ce qu'on appelle des hommes augmentés. Je suis frappé par le fait que ces imaginations d'hommes augmentés viennent beaucoup de gens qui sont versés dans l'informatique et qui sont un peu victimes de l'analogie qui s'est répandue entre cerveau et ordinateur. Et au nom de cette analogie, il dit que si le cerveau est un ordinateur, on va pouvoir le mettre en contact avec des ordinateurs extérieurs. Bon, l'analogie, elle a ses limites. Et bon, personnellement, je suis encore une fois très sceptique sur les bénéfices véritables que quelqu'un en bonne santé aurait à trouver dans ces branchements du cerveau sur des machines extérieures. Alors par ailleurs, imaginons que malgré tout ça puisse fonctionner. Alors là, vraiment, vous voyez, on parlait tout à l'heure du fait que le développement technologique, certes, nous donne un certain nombre de capacités que nous n'aurions pas sans lui, mais ça a quand même un prix exorbitant qui est la dépendance totale par rapport au système qui nous fournit ces technologies. Donc, en fait, c'est un peu toujours la promesse du serpent dans la Genèse, on en revient là, ou la promesse du démon, c'est je te donnerai des tas de pouvoirs à condition que tu te soumettes à moi, quoi. Voilà. Donc là, avec la technologie, c'est un peu cela aussi. C'est moi, système technologique, je vais te donner un certain nombre de pouvoirs, mais d'un autre côté, tu ne seras plus rien. Tu ne seras plus rien sans moi. Tu ne sauras plus rien faire sans moi. Donc ça, je trouve ça, c'est quand même extrêmement problématique. Alors c'est déjà vrai en grande partie, mais alors là, si en plus on l'intériorise même, si vous voulez, c'est quand même un point assez terrifiant. Et puis par ailleurs, là, il y a vraiment quelque chose dont on se rend compte que ça ne va pas du tout. Si vous voulez, la technique, elle a d'abord été développée pour nous rendre le monde plus accueillant. Et si on en arrive à un moment où en réalité c'est nous-mêmes qui devons courir derrière la technique sans cesse nous adapter à elle,
bon, vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui a dû mal se passer parce qu'on a complètement perdu de vue ce qui était la raison d'être de la technique, qui était de nous, encore une fois, de nous rendre le monde plus accueillant. Et en fait, là, la technique, elle est en train de façonner un monde qui est si peu accueillant que, en fait, il faut faire énormément d'efforts pour réussir encore à exister en lui. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et puis, par ailleurs, moi, j'ai toujours aussi en tête ce que dit saint Thomas d'Aquin à un moment donné. Il parle de l'âne, et où il dit « l'âne ne désire pas devenir cheval, car il cesserait d'être un âne ». Qu'est-ce que veut-il dire par là? C'est que toute créature, sa finalité, c'est d'exprimer son être. Et donc, quand on est un âne, hein, il faut exprimer son asinité, son être âne. Alors vous voyez, un âne, ça court moins vite qu'un cheval. Alors bon, si vous avez un prédateur qui est là, l'âne va courir pour essayer d'échapper au prédateur, mais le problème c'est qu'il court pas très très vite. Et alors lui il dit, mais tu vois, si tu devenais un cheval, tu courrais suffisamment vite pour échapper. Mais sauf que ce que l'âne veut, c'est pas simplement survivre, c'est survivre en tant qu'âne. Et donc en fait, si il ne doit acheter sa survie au prix de la disparition de ce qu'il est, ça n'a aucun intérêt. Il préfère disparaître en tant qu'âne plutôt que de se suicider en devenant cheval. Et personnellement, je me trouve être un être humain et j'ai envie de vivre une vie humaine. Et si on me disait, en fait, tu ne peux continuer à vivre que en devenant autre chose, un transhumain, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, bon. Mais ça, on rentre simplement dans une logique de survie, comme si, en fait, si vous voulez, notre finalité ultime, c'était simplement de survivre en tant qu'être vivant. Non, c'est en tant que... Nous ne sommes pas simplement des êtres vivants, nous sommes des êtres humains. Et donc ce que nous avons à faire, c'est à exprimer notre humanité. Et donc si la survie, c'est au prix de ne plus être humain, ça n'a aucun... Enfin, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Alors, pour autant, l'argument qui est mis en avant par ceux qui défendent le transhumanisme, c'est de dire, et ce qu'un argument, on peut dire fondé, qui est de dire, l'homme se définit par la technique, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'état de nature par la technique, et d'une certaine manière, c'est la fameuse formule, l'homme c'est l'outil, qu'il prolonge cet accroissement de technicité dans le transhumanisme, il y aurait une cohérence de fond, puisqu'il accomplirait d'une certaine manière sa nature humaine. Oui, mais là on retombe sur ce dont il avait été question auparavant. Je pense qu'effectivement, dès qu'il y a des hommes sur la Terre, il y a apparition aussi d'un certain nombre de gestes techniques, mais ça n'est pas parce... Enfin, il y a technique et technique, on en a parlé tout à l'heure, et justement, un certain nombre de choses sont des outils, mais vous voyez, un outil d'abord, c'est quelque chose qu'on prend en main et dont on se sert, alors que un grand nombre de technologies aujourd'hui, et en particulier les technologies que mettent en avant les transhumanistes, sont d'un ordre complètement différent. Et donc, vous voyez, on tombe exactement dans le travers que j'essayais de mettre en lumière au début sur l'ignorance des questions de seuil. Et on appelle technique, si vous voulez, des choses qui n'ont plus rien à voir les unes avec les autres. Hein. Bon, vous n'êtes pas spécialement optimiste, mais est-ce qu'il y a, selon vous, un moyen de bifurquer collectivement, individuellement? Est-ce qu'il y a un quelconque espoir dans ce devenir technique du monde? Bon, ce que je pense, c'est que nous sommes actuellement pris dans un gigantesque processus qui échappe à tout le monde, y compris
à ceux qu'on va qualifier de dirigeants, que ce soit des dirigeants politiques ou des dirigeants économiques. Je pense que les dirigeants politiques comme les dirigeants économiques ne sont pas véritablement des personnes qui dirigent, ce sont des personnes qui savent surfer sur le haut de la vague. C'est-à-dire que ce qui les place dans ces positions-là, c'est que voilà, ils surfent sur la vague, mais c'est pas eux qui contrôlent la vague. Je pense que nous sommes dans ce gigantesque processus et que c'était une illusion que de croire qu'on peut maîtriser ce processus. Nous sommes à un moment de l'histoire où nous sommes dans une sorte de... Vous voyez, quand on est pris dans une avalanche, bon, on attend que l'avalanche s'arrête pour essayer de dire est-ce que je suis toujours vivant et est-ce que je peux me dégager de la neige qui me recouvre. Mais on ne va pas arrêter l'avalanche en écartant ses bras. Et je pense que c'est quelque chose dont il faut prendre conscience, c'est que nous sommes dans un gigantesque processus qui échappe à nos capacités de contrôle. Alors, et si on essaye si on se raconte qu'on peut l'arrêter, soit on est dans l'illusion, soit on va basculer dans la neurasthénie en se rendant compte qu'on n'y arrive pas. Alors, est-ce que pour autant la situation est sans espoir? Bon, c'est pas du tout ma position. Mon ami Fabrice Adjadj a publié il y a de ça quelques années un livre qui s'appelle, dont le titre est « Puisque tout est en voie de destruction ». Mais puisque tout est en voie de destruction, c'est le début d'une phrase de Saint Pierre dans sa deuxième épître, où il s'adresse à ses coreligionnaires et il leur dit, puisque à l'époque on pensait à la fin des temps imminente, et il dit, mais puisque tout est en voie de destruction, voyez quels hommes vous devez être. C'est-à-dire, ne remettez pas au lendemain ce qui importe le plus, faites-le tout de suite. En fait, depuis le XVIIIe siècle à peu près, XVIIIe, XIXe siècle, nous vivons dans un contexte mental très particulier qui était une innovation dans l'histoire humaine, qui est de vivre avec tout le temps orienté vers le futur, en fonction du monde qui devait advenir. Le regard rivé vers ce qui doit advenir. D'où les philosophies de l'histoire, enfin bon, qui se développent à partir de ce moment-là. Et un grand effet pervers de cela, c'est que à se projeter tout le temps dans le futur, on perd de vue le présent où véritablement se déploie notre existence. J'avais trouvé une belle illustration littéraire de cela dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, puisque Julien Sorel, à la fin du Rouge et le Noir, comme chacun sait, il est condamné à mort et il est dans sa cellule dans les jours qui précèdent son exécution, et il reçoit quotidiennement la visite de Madame de Rênal, qui était son grand amour, qui est le grand amour de sa vie. Et bon, il se trouve qu'il l'a connue lorsqu'il était précepteur des enfants de Madame de Rênal, mais à l'époque, il n'a pas pu jouir véritablement de cet amour, et il le dit, vraiment, c'est dit à la fin, parce qu'il dit, à l'époque, j'étais obsédé par la carrière que je devais faire et par l'avenir magnifique que je devais construire. Et donc, je suis passé à côté du bonheur qui était là à côté de moi, et c'est uniquement à la fin, dans sa cellule, qu'il sait qu'il va mourir. Donc en fait, que l'avenir, le futur n'existe plus pour lui, que précisément il peut véritablement vivre la période heureuse de sa vie avec Madame de Rênal. Et en fait là, vous voyez, il est libéré. En fait, le futur était quelque chose qui l'empêchait de vivre.
Et je pense que c'est une des bénédictions de notre temps que le fait que cette modernité qui a orienté toujours les regards vers le futur, donne vraiment des signes de grand essoufflement. Et c'est un encouragement à précisément ne plus vivre dans la préoccupation perpétuelle du lendemain, mais pour vivre dans le monde présent qui, avec toutes ses difficultés, est aussi un monde où on peut vivre des choses fondamentales, extraordinaires. On peut toujours avoir une famille, des enfants, les élever. Enfin, vous voyez, au lieu de vivre dans la perspective d'un futur radieux, vivre dans la perspective de l'éternité. Ce que l'on vit aujourd'hui, ça ne se confronte pas à un temps à venir, ça se confronte à ce qu'il est bien de vivre pour un être humain. Et puis, le futur, de toute façon, il y aura un futur, et puis il sera ce qu'il sera. Mais pendant des millénaires, les êtres humains ne se sont pas préoccupés du futur, ils se préoccupaient de la vie qu'ils menaient ici et maintenant. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut nous être rendu aujourd'hui. Et donc vraiment, je ne suis absolument pas désespéré. Je refuse, si vous voulez, d'être écrasé par la perspective du devenir du monde. Parce que là aussi, ça c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé avec les médias, tout ça. Alors il faut tout le temps se préoccuper, si vous voulez, de choses qui ne sont pas à notre mesure. Vous voyez, un être humain, il peut, bien sûr, il doit s'ouvrir au monde, mais d'un autre côté, il a des facultés qui sont limitées. Et aujourd'hui, on n'a pas les épaules pour porter sur nous le devenir du monde. C'est trop gros pour nous. Et je pense que nous pouvons toujours vivre ici et maintenant des vies pleinement humaines. Et après tout, c'est ce qui nous... fondamentalement, c'est ce qui nous est demandé. C'est pas de diriger le devenir du monde. Olivier, merci. Merci à vous.